OFM, c'est ta nouvelle radio lavalloise. Tous, place à Cœur de Tango, émission spéciale 100% Stade Lavallois sur OFM. On va analyser ensemble l'opération maintien après son revers contre Niort. Laval est toujours 16e du championnat, mais avec un seul petit point d'avance sur le premier relégable à 4 journées de la fin. Avec moi ce soir, c'est la Bible du Stade Lavallois. Il connaît tout sur tout, c'est même la voix du stade. Bonsoir Fabien Garnier. Bonsoir Romain. À ma droite également, parce que c'est notre invité dans cette première mi-temps, c'est tout simplement l'homme qui a redressé le Stade Lavallois. Denis Zanco est avec nous, c'est tout simplement l'entraîneur du Stade Lavallois. Bonsoir Denis. Bonsoir. Tout va bien ? Ça pourrait aller mieux après une défaite. On est toujours un petit peu en difficulté, mais voilà, le moral est là. Le moral est au rendez-vous. Je suis désolé Denis, mais on va être obligé d'en parler un petit peu. Au moins une petite minute ou deux. En tout cas, après la défaite du week-end dernier, elle a peut-être été plus difficile à digérer, celle-là. Donc on le rappelle, une défaite contre Niort, 4 buts à 2. Mais pourquoi plus difficile à digérer ? Parce que c'est le scénario qui a été terriblement cruel pour le Stade Lavallois. Disons que on avait envie de poursuivre sur notre série positive à domicile, puisqu'on restait sur une série de 4 victoires. On fondait beaucoup d'espoir sur cette rencontre. Malheureusement, vous avez vu que le scénario du match a été particulier. On a joué 1h30 à 10, donc contre une bonne équipe de Niort. C'était un challenge qui était compliqué, mais néanmoins, j'ai apprécié l'état d'esprit, l'investissement et la qualité de ce qu'on a pu produire dans ce match-là. Il nous a manqué pas grand-chose, mais c'est un match où on a cruellement manqué de réussite. Alors, il y a eu un fait de jeu particulier qui a donné le ton et qui a certainement eu une incidence non négligeable sur le résultat final. Le Stade Lavallois menait 1-0 et puis il y a ce carton rouge, Fabien, d'Anthony Gonçalves. Il y a rouge ou il n'y a pas rouge, Fabien ? Difficile à juger. Alors, en direct, ouais. On crée au scandale. Après, quand on voit l'action, il est clair que Anthony Gonçalves touche le ballon de la main, il dévie la trajectoire du ballon qui prenait la direction le cadre, le but en tout cas. Après, le carton rouge sorti directement est peut-être un peu dur. Moi, j'ai en mémoire un match ce week-end que j'ai vu à la télé. C'était un gros match, Liverpool contre Chelsea, et il y a eu une main aussi dans la surface de réparation, une main de Chelsea. L'arbitre n'a même pas sifflé penalty ni de carton. Donc voilà. Donc, ça fait un peu rager, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Mais alors j'imagine que Denis, quand on voit le scénario qui démarre comme ça, on doit se dire qu'on part dans une sacrée galère quand même. Oui, moi, ce que je regrette finalement, parce qu'après on peut disserter sur la double, voire la triple sanction. Penalty, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Le fait qu'il y ait un carton rouge derrière, là, ça relève du jugement de l'arbitre et surtout de la dimension qu'il veut donner à ce match-là, parce que derrière, forcément, il sait que son arbitrage ne sera plus le même. Moi, je retiens, et c'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit à même d'échanger, c'est pourquoi est-ce qu'on est amené à concéder un penalty aussi vite alors que l'on vient d'ouvrir le score. Là, c'est de la faute à pas de chance quand même, parce que là, c'est ça qui est important. Oui, mais pourquoi est-ce que l'équipe de Niort, à un moment donné, se trouve dans une situation favorable alors qu'on vient juste d'ouvrir la marque ? On sait qu'il y a des moments clés dans les matchs, et notamment quand on marque ou quand on encaisse un but. Donc là, il y avait une période qu'il fallait certainement mieux gérer. On n'a pas eu le temps de savourer notre bonne entame de match. Et bon, on n'est pas les seuls qui sont soumis éventuellement à ce genre de choses. Ça se passe tous les week-ends sur tous les terrains de France. Mais bon, après, il y a le penalty. Et puis après, on vient de l'évoquer. Après, c'est plus la même histoire. Et pourtant, l'équipe Tango n'a pas démérité. On a même cru avant le deuxième but que finalement vous alliez peut-être tenir, parce que les joueurs n'ont pas lâché, ils auraient pu baisser la tête, ils ont continué. Il y a eu des occasions aussi pour l'équipe du Stade Lavallois. Oui, tout à fait, mais je crois que le scénario vraiment de ce match-là était contraire. On prend un but juste avant la mi-temps, on frappe le poteau juste avant de rentrer au vestiaire. Donc tout ça, ça se joue vraiment sur des détails. Je pense que si on avait pu arriver à la mi-temps sur un score de parité, on aurait pu s'accrocher à ce résultat très positif. Et là, il a fallu néanmoins lutter pour revenir au score. On a pris un troisième but sur coup de pied arrêté après une entame de seconde période très satisfaisante.
Et puis après, on a quand même laissé beaucoup d'énergie dans la bataille parce que l'équipe de Niort est une équipe qui fait courir et qui sait faire courir le ballon. Donc voilà, mais on a eu le mérite de ne rien lâcher, d'avoir été en fin de match, d'en concrétiser une. Donc en termes de goal average, c'est pas négligeable non plus. Et c'est une défaite qu'on va qualifier d'honorable, qui aurait pu être à un moment donné peut-être même un peu plus lourde. À 4-1, on a toujours peur. On est toujours plus près du 5-1 que du 4-2. Donc voilà. Il faut vite refermer l'histoire, le livre du match contre Niort. Et puis forcément, très rapidement, on est sur le match qui suit, c'est le match de Châteauroux. Eh bien, on va tourner la page, Denis Zanco, puisque on va évoquer maintenant le prochain match. C'est vendredi soir, Châteauroux contre Laval. C'est un match, j'ai envie de dire, très très important parce que c'est deux candidats pour le maintien, une équipe Castelroussine qui ne va plus très bien, l'effet Jean-Louis Garcia s'est un peu estompé, 4 matchs sans la moindre victoire. Du coup, j'ai presque envie de dire Laval est un peu favori? Non, pas forcément. Écoutez, c'est la première fois que j'entends ça depuis un certain nombre de semaines. Sur la forme du moment, en tout cas, sur la forme du moment. Écoutez, des matchs charnières, des matchs importants, le match de la dernière chance, j'entends ça depuis de nombreuses semaines aussi. Bon, on savait qu'on avait un calendrier compliqué, des matchs charnières à bien négocier, et là on est dans le money time, on est dans la dernière ligne droite, donc forcément les échéances sont de plus en plus importantes, les enjeux sont de plus en plus importants aussi. On avait pris l'habitude de ne pas regarder le classement, et là on commence à s'y intéresser quand même, et c'est une nécessité. Donc voilà, c'est un match très très important. Châteauroux est 2 points devant nous, ça peut les faire basculer eux sur le maintien, et nous effectivement nous donner un bol d'oxygène. Mais je m'attends à un match très compliqué parce que l'équipe Castelroussine est très difficile à manœuvrer à domicile. Elle est cruciale quand même, cette rencontre, Fabien. Oui, cruciale. À 4 journées de la fin, ce sont des finales maintenant. Encore 3 matchs, mais j'avais une question à poser à Denis. Il nous parle depuis plusieurs semaines qu'il ne faut pas être dans l'émotion. Alors là, on a eu des émotions vendredi avec les défaites, on peut avoir des émotions encore vendredi. Est-ce qu'on est toujours dans la même optique de laisser les émotions de côté pour préparer au mieux le match qui suit, le match le plus important de l'année? Disons que dans les émotions, dernièrement, il y a le fait que l'on perde à la maison, mais que nos adversaires font la même chose également. Donc, même en perdant à domicile, on s'est rendu compte qu'on conservait toujours notre petite marge de manœuvre. On a été dans une situation à une époque où on était distancé, condamné par un certain nombre d'observateurs. Et aujourd'hui, on a le destin entre nos mains, puisqu'on est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc voilà, les enjeux sont clairs. Moi, je pense néanmoins qu'il faut qu'on soit amené à se concentrer sur le jeu, sur les contenus de nos matchs, sur l'état d'esprit qu'on va afficher. Et c'est ce qui nous a animés depuis un certain nombre de rencontres. Et ça nous a souvent souri. Donc le leitmotiv, c'est ça. Essayer de sortir du contexte pour se concentrer comme on le fait depuis un certain nombre de temps sur le contenu de notre match. Je connais déjà la réponse, je vais vous poser une question un peu cliché. La poser alors. entre guillemets, vous allez me répondre que Laval prend les matchs les uns après les autres. Mais vous allez quand même regarder le calendrier, les 4 dernières journées sont assez compliquées. Est-ce que vous regardez ce qui va se passer après, ou vraiment non, c'est ça, il faut prendre les matchs les uns après les autres? La difficulté, si vous voulez, c'est de ne pas être dans la science-fiction. C'est un mot que j'utilise depuis un petit moment parce qu'on utilise souvent le conditionnel, et si, et comment, et pourquoi, et qu'est-ce qui va se passer si dans 2 matchs ou dans 3 matchs. Non, on n'en est pas là, et il faut négocier le prochain de la meilleure manière possible. Et de toute manière, on fera les comptes, et c'est la palissade à la 38e. Donc c'est aussi simple que ça, et je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont un petit peu dans cette logique, mais elle me paraît tellement évidente que... Elle est un peu cliché quand même. On regarde forcément ce qui va se passer derrière. Est-ce que finalement Laval a un calendrier plus facile, plus difficile que Nîmes ou que... Je partage pas votre avis, parce que quand on a reçu le CA Bastia il y a quelques semaines, on m'a dit c'est la victime idéale. Voilà, ils n'avaient pas gagné depuis un certain nombre de temps, ils étaient condamnés, et puis on s'est rendu compte que derrière ils ont enchaîné une série de résultats positifs. Je pense que ce serait de manquer de respect à notre prochain adversaire, c'est-à-dire Châteauroux, que déjà être dans la perspective des matchs qui vont suivre. Voilà, toute notre concentration, toute notre énergie, toute notre volonté, c'est ici et maintenant. Et puis ce qui va se passer demain, écoutez, on l'abordera
après avoir négocié au mieux, je l'espère, le match de Châteauroux. Fabien Garnier, sur le calendrier peut-être qui est compliqué pour le Stade Lavallois, mais j'ai remarqué par rapport aux autres clubs, il n'est pas forcément moins difficile pour le Stade Lavallois que pour Nîmes par exemple ou que pour Istres. Eh bien, Si. je vais t'avouer Romain que je n'ai pas regardé le calendrier des c'est autres un équipes, scandale, mais, ça. non, concentrons-nous sur le Stade Lavallois. Le coach l'a dit, hein. Non, mais c'est clair que de toute façon, le destin il est entre les mains du Stade Lavallois. Il va manquer 2 victoires sur 4 matchs. Il sera temps de regarder les autres formations lors de la dernière journée pour voir ce qui est encore faisable. Mais la balle est dans les mains du Stade Lavallois. Donc, Justement, lors de la dernière journée, au passage, Laval affronte Metz oui. avec des Lorrains en Tongue. En Tongue, pourquoi pas Les Messins seront champions, les Messins seront déjà en Là, Ligue 1. vous faites de la science-fiction. C'est de la Romain. science-fiction, mais Fabien, on est obligé d'y penser un petit peu. Je pense que. On a encore 3 matchs avant, Romain. Oui, mais Si on perd les 3 matchs avant, c'est pas la peine de se poser la question. c'est sûr. Voilà. Faut 2 victoires, on est d'accord pour se maintenir, ou faut moins par rapport aux autres années? On dit toujours la barrière des 42 points. Bon. A priori, oui. Maintenant, on ne peut pas présager des résultats des autres équipes lors de ces prochaines journées. Donc, voilà. On ne va pas sortir les calculs trop vite. Et encore une fois, émettre des hypothèses. C'est trop tôt. Fabien Garnier. Un petit mot sur le meilleur buteur du Stade Lavallois, Christian Bekamenga. Denis, il n'a pas marqué l'autre jour, mais il a 18 réalisations. C'est un atout pour un entraîneur, pour une équipe, d'avoir un tel buteur. Écoutez, c'est clair qu'aujourd'hui, dans les satisfactions de la saison, Christian fait partie des garçons qui ont apporté énormément de choses à notre équipe cette année, puisqu'il a souvent été à la conclusion de nos opportunités offensives. Donc il a bonifié le travail de ses partenaires. Il avait un objectif en arrivant au club et il l'a dit, c'était de marquer beaucoup de buts. Ouais, 15, il voulait en marquer 15. Voilà, donc 20. Ah, moi quand j'ai eu à la radio il m'a dit 15, mais Ouais, bon, mais après il a modeste. peut-être augmenté. Ce premier objectif est déjà atteint, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi quelqu'un d'altruiste qui aime faire jouer ses partenaires. Après, il a un autre objectif, et celui-là, il est commun à l'ensemble des composantes du club, c'est de participer activement au maintien de notre équipe en Ligue 2. Et le fait de pouvoir compter sur un buteur comme Christian, c'est effectivement un atout non négligeable. Et puis le troisième, et là, c'est un petit peu le nirvana pour lui, c'est la capacité à intégrer le groupe amené à disputer la Coupe du Monde avec le Cameroun. Donc voilà, je crois que Christian s'est fixé des objectifs, c'est un athlète de haut niveau, il s'est donné, je pense, les moyens de les atteindre. Et je pense que tout le monde est très très fier et satisfait de ce qu'il donne au Stade Lavallois aujourd'hui. Vous êtes surpris quand même un petit peu? Parce que bon, là il est quand même à 18 buts, c'est énorme pour un attaquant qui vient de National à la base. Un attaquant qui marque des buts, on a coutume de dire que voilà, il est à même de réitérer ses performances parce qu'il a cet instinct. Maintenant, Christian a été éloigné des terrains pour des raisons médicales pendant quelques saisons. Mais quand il est arrivé en France, il avait l'étiquette du buteur. Il est arrivé dans un club de Ligue 1. Et aujourd'hui, c'est une découverte parce que je ne le connaissais pas particulièrement. J'avais suivi son parcours avec Carquefou, mais je ne connaissais pas concrètement le joueur. Mais on a aussi appris à découvrir l'homme. Et je crois que ça, c'est important. C'est quelqu'un de très apprécié, de très humble. Et dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui est fédérateur. Donc autant d'éléments positifs qui font qu'aujourd'hui, il en est là sur le plan sportif. On va parler de Denis Anco juste après, mais en ce qui concerne Christian Bekamenga, l'avis quand même de celui qui commente le Stade Lavallois, c'est Fabien Garnier. Ton avis sur ce joueur, est-ce qu'il a le niveau tout simplement Ligue 1 aujourd'hui? Quasiment. Sans doute, peut-être. Il a déjà joué en Ligue 1 avec le FC Nantes, donc oui. Forcément le niveau Ligue 1, même si c'était il y a quelques saisons, mais un joueur qui marque 17 buts en national, qui enchaîne par 20 buts, il va être à 20 buts à fin de saison. En Ligue 2, il est forcément remarqué par des clubs de Ligue 1, et puis il est, le coach le disait, il est aussi à l'origine de nombreuses offensives lavalloises, de passes décisives, lui-même décisif, même des fois il n'y a pas besoin de lui donner beaucoup de ballons. On l'a vu sur certains matchs où d'une balle anodine, il crée un exploit, il marque des buts. Donc il a, on se l'attaque en complet, Denis. Non, c'est quelqu'un de... Juste, le petit défaut, c'est qu'il ne marque pas beaucoup à l'extérieur cette année.
C'est quelqu'un d'instinctif, Christian. Ouais. Donc, comme le disait Fabien, il est dans la spontanéité. Donc, ce qui fait que ça surprend ses adversaires, rarement ses partenaires. Mais voilà, il a marqué des buts un petit peu tout seul en fin de compte. Il a aussi été, je le disais tout à l'heure, à la conclusion de beaux mouvements collectifs de notre part également. Donc, c'est à la fois un buteur et un point d'ancrage exceptionnel, parce qu'il est capable, dans notre organisation aujourd'hui, avec une pointe, de tenir les ballons, de soulager ses partenaires. Et puis, il est en train d'acquérir quelque chose sur lequel je pense qu'il était perfectible. C'est la capacité à travailler aussi dans le replacement, dans la volonté d'être avec l'équipe et le bloc équipe. Donc voilà, je pense qu'il a franchi un cap, mais je pense également qu'il s'en est donné les moyens. Christian Bekamenga, effectivement, est exceptionnel depuis le début de la saison. Depuis que vous êtes coach, depuis que vous êtes coach principal, évidemment, le bilan est bon, 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Vous vous attendiez à réussir aussi bien ? Parce que l'équipe était vraiment au plus bas, et puis vous avez su remonter. Il y avait une certitude, c'est que le travail que l'on avait initié avec Philippe, avec Philippe Insberger, était cohérent. Moi, je me suis simplement inscrit dans la continuité du travail que l'on avait commencé à faire ensemble. Et force était de constater que pendant le tout début de saison, il y avait quelque chose de singulier qui nous fuyait, c'était la réussite. On a souvent été très proche d'obtenir des résultats positifs et comme vous l'avez constaté, les matchs se jouent souvent sur des détails. Donc l'équipe a certainement un petit peu perdu confiance à une époque. Et le point positif, c'est que rapidement, elle a réappris à gagner avec la possibilité d'enchaîner deux matchs à la maison contre Bastia et Auxerre. Et puis voilà, je crois qu'il y a eu cet élément déclencheur. Et puis qu'après, on a continuer à capitaliser sur cet élément de confiance. Voilà, avec une série de résultats très positifs, la possibilité que l'on a galvaudé de gagner au Havre également, puisqu'on a pris un but à la 95e minute. Donc voilà, il n'y a pas de miracle, il y a simplement les vertus du travail au quotidien. Je dis et je le répète, la continuité du travail qui a été initié avec Philippe, parce que je me suis réellement inscrit là-dedans et j'ai vraiment envie de finir le travail que l'on a démarré ensemble en début de saison. Fabien Garnier sur Denise Anco. C'est moi qui pose les questions. Oui, je crois que c'était vous qui posez les questions. Pas de souci, je peux continuer. On a quelques questions, on va plus parler sportif là, mais Romain se posait la question de savoir à quel coach ressembliez-vous ? Mourinho, Guardiola, Deschamps ou Benitez ? Ou d'autres. Un autre, il y en a d'autres. J'en ai strictement aucune idée. Je m'inspire forcément de ce que je vois au très haut niveau. Donc là, on n'est pas dans la même catégorie, bien évidemment. Vous préférez lequel des quatre ? Non, mais aujourd'hui, il y a différents styles, il y a différentes approches. On est tous forcément intéressés par le jeu au sol, le jeu qui se projette vers l'avant. Donc les équipes qui prônent l'offensive. Le coach de Liverpool fait un travail. Brendan Rodgers fait un travail exceptionnel. Donc voilà, ce sont des coachs inspirants, on va dire. Maintenant, il faut toujours être amené à tendre vers ce genre de choses. Mais Mourinho, c'est le compétiteur et l'homme qui gagne également. Donc la première chose que l'on nous demande quand même, c'est d'obtenir des résultats. Donc voilà, il y a la philosophie en général et puis il y a la capacité à la concrétiser. Donc peut-être que le bon entraîneur, finalement, c'est un mix de tous ces grands coachs. On va faire une petite interview. Qui êtes-vous, Denise Anco ? Votre qualité, ça serait laquelle ? L'abnégation. Et le défaut ? L'abnégation parfois également. C'est un défaut aussi. Quelquefois, je pousse les personnes qui m'entourent dans leur dernier retranchement et Fabien est bien placé pour en parler. On est amené à parfois me le reprocher, oui. Si je vous dis, alors on va revenir un petit peu parce qu'avant d'être entraîneur, vous étiez joueur, milieu de terrain, c'est ça, Denise Anco ? Oui, il y a très très longtemps. Oui. Il y a longtemps, mais vous avez joué au Stade Lavallois. Et dans votre carrière, si je vous dis Michel Le Millénaire. On parlait d'entraîneur, ça tombe bien. Écoutez, c'est l'entraîneur emblématique, charismatique du club. J'ai eu la chance
effectivement, et je le dis et je le répète, il y a très très longtemps, de connaître dans mes premières armes au Stade Lavallois un président étonnant, charismatique, qui a porté le club au plus haut niveau, c'est Monsieur Bisson, et puis l'entraîneur qui a participé à la construction du Grand Stade Lavallois, c'est Monsieur le Milinaire, avec qui j'ai toujours des contacts, et j'avoue que j'en parle de manière assez émue parce que on devient jamais entraîneur par hasard, et je pense qu'il fait partie des personnes inspirantes dans mon parcours, tout comme Monsieur Malicorne qui a été mon premier formateur au club. Alors pourquoi inspirant? Tout simplement parce qu'il y a un match, c'était contre le Racing Club de Strasbourg, c'était votre premier match chez les pros en 84-85, c'est ça? Et là, il vous fait rentrer en jeu à la 50e minute à peu près, et vous marquez, c'est ça? Écoutez, c'est le but de sa carrière d'ailleurs. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est assez surprenant que vous en souveniez parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, donc voilà. Mais bon, ça fait partie des choses du destin, on va dire. Bon, déjà fouler la pelouse du stade Le Basser pour le garçon qui a démarré à Saint-Berthevin, qui est rentré au centre de formation du club et puis être en capacité à évoluer avec l'équipe professionnelle, c'était un rêve absolu. Donc ça, c'est la première chose. Avoir la possibilité d'apporter ma pierre à l'édifice dans la construction d'un résultat positif en Ligue 1, c'était encore inespéré. Ça a dû surprendre bon nombre de mes partenaires. Donc voilà, c'est effectivement un bon souvenir. Si vous avez les images, je suis preneur parce que je n'ai pas les images, désolé. Elles doivent être en noir et blanc, je pense. Voilà. Donc, vous avez remplacé à l'époque Petrucci, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça. Du coup, est-ce qu'il y a un peu plus de pression parce que le fait, vous avez déjà évolué au Stade Lavallois. Là maintenant, vous êtes entraîneur du Stade Lavallois. Il y a un peu plus de pression du coup? Les gens vous attendent? Non, au tournant, la seule difficulté qui me concerne finalement, c'est de mettre de l'affectif dans tout ça, parce que je peux pas ignorer le fait qu'à un moment donné, il y a une grosse part de sentiments et d'affectif dans ce que je fais aujourd'hui, quoi. Voilà, le Stade Lavallois, c'est plus qu'un club pour moi, c'est presque une deuxième famille. Je me considère en tout cas comme un enfant du club, donc aujourd'hui je me sens investi d'une mission, c'est clair, et je sens le poids des responsabilités, mais j'ai tellement envie de réussir que j'ai l'impression que ça peut pas nous échapper. Ça peut pas vous échapper. Fabien, tu t'en souviens de Denis Zanco? Coach? Non, non. pas coach. Joueur, non. Mais coach, non, oui. Connu. Ah, je l'ai connu, Denis, quand il était au centre de formation. Il avait déjà le défaut de sa qualité. Ah, ouais. Donc l'abnégation. Du coup, l'objectif maintenant maintien, évidemment, avec le match à Châteauroux. Dernière question, vous êtes plutôt optimiste pour le maintien? Pas de souci? Je vous dis, on va essayer de mettre les émotions et les sentiments de côté. La chose dont je suis persuadé, c'est que j'ai une grande confiance dans ce groupe de joueurs, qui, malgré les difficultés que l'on a rencontrées avec le départ de Philippe, le mauvais début de championnat, voilà, les événements contraires, aujourd'hui on est toujours là et bien là. Ils démontrent très très souvent, et les supporters s'en rendent compte puisqu'ils nous supportent toujours avec autant de ferveur, qu'ils n'ont pas envie de lâcher. Donc voilà, on est animé d'un formidable état d'esprit. Il y a un groupe de qualité qui mérite en tout cas de poursuivre l'aventure. Fabien, Laval va se maintenir. C'est une certitude. Oui. C'est ça? Oui. Pas de souci. On va se retrouver d'ici quelques minutes. Merci Denis Zanco d'avoir accepté notre invitation dans Cœur de Tango. Merci de m'avoir accueilli, en tout cas c'est un plaisir. Et puis on se retrouve d'ici quelques minutes avec deux joueurs du Stade Lavallois, Fabien. Oui, le capitaine Anthony Gonçalves et puis Gaëtan Bello, le latéral droit. Et à tout de suite dans Cœur de Tango.